France Maghreb 2. Bonjour à tous, bienvenue sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre émission du Grand Forum jusque 18h30 avec un programme ma foi très sympathique. Encore une fois aujourd'hui, tout à l'heure en dernière partie d'émission, une petite recette, tiens, un poulet aux oranges, ça vous dit? Eh bien, on en reparlera tout à l'heure avec l'ami Amar qui s'est transformé, qui a mis son tablier de cuisine tout à l'heure. Après 18h, nous parlerons aussi de sport et de la mauvaise soirée. Grise mine pour les clubs français pour la petite Coupe d'Europe, l'Europa League, Nice et Saint-Etienne. Et puis nous parlerons aussi de télé et des programmes pour ce soir avec évidemment dans cette émission le j'aime ou j'aime pas, les coups de cœur de nos chroniqueurs qui sont tous les deux en retard aujourd'hui, bravo à eux. Tarek Mami et Sabrina Artiste qui vont arriver d'ici quelques instants, donc leur coup de cœur à découvrir tout à l'heure. À 17h nous aurons comme invité monsieur Yacine Bellatar puisqu'il a fait une petite parodie s'inspirant un petit peu sur cette organisation de l'islam de France et il a eu cette petite idée de la mettre donc en parodie. On vous la fera écouter et on l'interrogera un petit peu puisqu'il a un avis à donner sur cette actualité en particulier. Et puis nous parlerons aussi des avis tranchés de Sabrina Artiste et de Tarek Mami que vous découvrirez évidemment d'ici quelques instants. Dans l'actualité aussi nous allons parler évidemment de la Syrie avec pratiquement un an jour pour jour que la Russie est venue en aide à Bachar el-Assad et intervient donc sur le terrain et notamment du côté d'Alep où se concentrent toutes les inquiétudes. Nous y reviendrons tout à l'heure notamment dans l'avis tranché de Tarek Mami. Nous parlerons aussi de l'inégalité à l'école en France suite à un rapport d'ailleurs qui est sorti pas plus tard qu'hier. Tarek Mami nous en reparlera, on en reparlera avec vous et ensemble en direct. Et puis nous parlons et surtout de la primaire des Républicains qui approche à grands pas. Et ça y est, la guerre est bel et bien déclarée entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Alain Juppé qui était d'ailleurs donc hier à Villeurbanne et qui a été rejoint et soutenu par Hervé Mariton, celui qui avait été écarté donc de cette primaire parce qu'il n'avait pas réussi à rassembler tous les parrainages. L'accueil en tout cas des militants réservés à Alain Juppé a été assez mitigé. On y reviendra donc tout à l'heure sur France Maghreb 2 dans cette émission du Grand Forum. Je vous rappelle que vous avez toujours la possibilité d'intervenir au 08 92 23 99 50 par le biais des mails aussi lgf@francemaghreb2.fr, le mobile répondeur 06 18 21 56 41. Je vous souhaite la bienvenue, un bon vendredi, merci d'être avec nous et on commence cette émission évidemment par le traditionnel zapping. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur internet mais aussi en meeting puisque vous le savez, on en a parlé hier, le livre de Patrick Buisson qui est sorti. Nicolas Sarkozy lui a répondu en meeting dans l'Oise à Chantilly, mercredi soir. Rien ne le dissuadera, y compris la trahison. Je voudrais vous dire que rien ne me fera dévier de mon engagement pour la France. Rien ne me détournera de mon projet. Rien ne me dissuadera de tout donner pour le peuple de France. Rien, absolument rien. Car quand on est candidat à la présidence de la République, on doit avoir le cuir épais. Très épais. Quand on aspire à conduire le destin de son pays, on ne se laisse pas impressionner par personne, par la moindre manœuvre, aussi grossière soit-elle. Quand on sait l'ampleur des défis que la France doit relever, on ne recule pas. On ne recule pas même devant la bassesse, même devant l'outrance, même devant la calomnie, même devant la trahison. On ne recule pas. Et on ne recule pas et on ne recule pas parce qu'on est fort. Et on est fort parce que l'on sait que dans le monde qui est le nôtre, il ne peut pas y avoir de place pour la faiblesse. La réponse de Nicolas Sarkozy, donc, au livre de Patrick Buisson. On va revenir maintenant sur le reportage consacré à Zidane dans la nouvelle formule d'envoyé spécial diffusée hier soir, puisque chaque mois, donc, désormais, dans envoyé spécial, un document de complément. Hier, c'était donc un portrait de 52 minutes
sur Zidane, son clan, son business, son besoin maladif de contrôler son image et sa période trouble à la Juventus de Turin. Je vous propose d'écouter un extrait. Zidane, dopé ? Lors d'une perquisition, la justice fait une découverte hallucinante. Dans sa pharmacie, la Juventus a autant de médicaments qu'un hôpital. Des antibiotiques, des tranquillisants, des médicaments pour soigner l'herpès ou les problèmes de prostate. En tout, 281 références. Si on détourne ces médicaments, ça s'apparente à une pratique dopante ? Oui, c'est exactement ça. On trouve les mêmes effets que dans les produits dopants si on prend ces médicaments à haute dose ou sur de longues périodes. Il n'y a absolument aucune différence entre prendre ces médicaments et se doper avec un produit interdit. Une sorte de dopage légal qui passe sous les radars. Zidane ne se contentait pas de gober quelques cachets pour augmenter ses performances. Il se laissait aussi injecter ces substances à haute dose dans le sang. Vous avez déclaré que vous faisiez des perfusions, en général dans les chambres d'hôtel et parfois dans les vestiaires. Oui. Au nom de quoi un joueur doit-il se faire perfuser ? Pourquoi se faire perfuser ? Ça ne s'utilise que dans des situations extrêmes comme en chirurgie. Voilà, extrait de ce reportage sur le clan Zidane. Élise Lucet, donc la nouvelle présentatrice de ce magazine sur France 2 le jeudi soir, envoyée spéciale, est venue s'expliquer après avoir reçu pas mal de critiques à propos notamment de ce reportage sur Pygmalion diffusé donc hier soir. Élise Lucet a tenu à mettre les choses au clair. C'était hier soir sur France 5. Moi, je voudrais dire aussi quelque chose, c'est que je m'inscris en faux contre quelque chose que j'entends beaucoup en ce moment, qui est un procès en gauchisme qu'on fait en ce moment au service public. En anti-sarkozysme aussi. En anti-sarkozysme et en gauchisme, Che Guevara, voilà. Je suis désolée, le service public est le seul endroit aujourd'hui où on peut faire de l'investigation, on peut faire de l'enquête à la télé. Delphine Ernotte en est la garante, elle me l'a certifié, elle est présente à chaque fois et elle nous suit, elle nous soutient. Et on ne fait pas des enquêtes qui sont des enquêtes gauchistes ou anti-sarkozystes. Que je sache, dans Cache Investigation, ça fait 4 ans que régulièrement on sort des enquêtes où des ministres du gouvernement actuel sont mis en cause ou mis en difficulté. Donc arrêtons de nous faire ce procès. On a le droit d'être journaliste, on a le droit de traiter des affaires, même si elles touchent O-A-U-X, politique E-S, à la fin. Et ça n'est pas parce qu'on est en période électorale qu'on va arrêter de le faire. Ce ne sont pas des méthodes racoleuses comme non, que la dans son livre. Franchement, je ne me reconnais pas dans ce terme-là parce que on fait des enquêtes à l'anglo-saxonne. Et pour le coup, les anglo-saxons sont pas du tout racoleurs. Voilà pour ce qui est du zapping pour aujourd'hui, évidemment. Merci d'être avec nous sur votre radio France Maghreb de Le Grand Forum avec Sabrina Artiste et Tarek Mami qui arrivent dans un instant pour commenter l'actualité avec vous. Comme chaque jour dans cette émission, soyez les bienvenus. À tout de suite. Le Grand Forum en ce vendredi, nous sommes le 30 septembre. Et oui, comme ça va vite, très très vite. Merci d'être avec nous encore une fois, la bienvenue. Pour nous accompagner, un duo inédit aujourd'hui, Sabrina Artiste, honneur aux dames d'abord. Bonjour Sabrina. Bonjour. Comment ça va ? Tout le monde. Ça va, avec un peu de retard, je m'en excuse. Mais j'ai écouté quand même dans la voiture le zapping. Très bien. Monsieur Tarek Mami, comment va-t-il ? Bonjour Christophe, bonjour à toutes, bonjour à tous. Très bien. Comme disent certains, c'est veille de week-end. Exactement. Donc ça sent bon. Moi, je travaille demain après-demain. Ah bon. Écoutez, chacun son truc, hein. Ouais. Hein, vous avez une boîte à faire tourner en même temps. Eh oui, exact. Bon, alors c'est parti jusqu'à 18h avec un programme ma foi assez chargé. D'abord pour commencer un petit mot, vous avez peut-être eu le temps de regarder ce matin. C'était donc les obsèques de Shimon Peres avec lequel? On m'en voudra pas de ne pas avoir regardé? Non, mais on pas. Lequel? L'homme de la paix et du prix Nobel de la paix qui n'a pas honoré les accords qu'il a signés, comme dit Leila Shahid, ou l'assassin de Cana? Je pense qu'il s'agit de celui le deuxième. Que Chalgoumi rend hommage, bien évidemment. Tout à fait. Donc c'est bien l'assassin de Cana. Obama a parlé d'un géant du XXe siècle. Oui, non, mais Obama, d'abord, il a comparé à Invictus, moi je l'appelle toujours comme ça, Nelson Mandela.
Ensuite, il était l'un des rares à porter une kippa pendant toute la matinée, alors que même le Premier ministre israélien n'en avait pas. Ah oui. Cherchez l'erreur. Alors la comparaison, franchement, elle me choque. Tout à fait. Et François Hollande, Sarkozy, non? J'ai pas vu les images. J'ai essayé de voir. Ils ont voyagé dans le même avion, ils ont dû se dire des choses, non, hier? Ils étaient unis pour une cause noble, apparemment. C'est ça. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de Sarkozy, vous avez certainement regardé le reportage d'hier soir, quand même. Alors, je suis partie à peu près, on va dire, allez, j'ai tenu à peu près 40 minutes. De Pygmalion. Oui. En fait, la pression politique. D'abord, je veux dire que le reportage était assez bon. Non, mais d'abord, ce reportage devait être diffusé en prime time, c'est-à-dire à 21h, pour qu'il y ait le maximum de personnes qui le regardent. Alors, ça négocie, ça passe en première, deuxième partie de soirée, c'est-à-dire à un moment où 80% des travailleurs, pour ne pas dire autre chose, se mettent au lit parce qu'ils se lèvent le matin à 6h30, 7h, ceux qui habitent en banlieue ne peuvent pas. Et donc, ça doit être un compromis entre l'équipe à Sarko et l'équipe de France 2, qui commence déjà à préparer l'éventuelle élection à la présidentielle de Sarko, parce que autant cette dame s'est battue pour faire un superbe reportage. Moi, je conseillerais à tous les auditeurs de France Maghreb 2 de le regarder à chaque fois qu'il s'énerve sur un sujet quelconque, et surtout à en faire, une obligation dans les écoles de presse tous les ans. C'est-à-dire en première année, on leur fait voir ça. En deuxième année, jusqu'à ce qu'ils sortent, pour qu'un jour on leur dise, mais pourtant on t'a bien montré le reportage, comment on travaille. Non, mais c'est vrai que elle s'est fait un peu taper sur les doigts. Son nom m'échappe par contre. Élise Lucet. Merci. Voilà, elle s'est fait un peu taper sur les doigts et en fait on sent toute la pression que l'on a envie de mettre sur ce reportage qui serait limite censé être un bad buzz, ce qui n'est absolument pas le cas, qui n'est pas accueilli aussi de la sorte par les spectateurs. Donc il est riche, il est intéressant, et en fait ce que j'aime c'est que finalement alors j'irais pas dire que c'est du journalisme, mais ce que j'entends par là, c'est que c'est l'autre partie du journalisme. Alors, on voit qu'une partie, en fait, on voit toujours la même. Ça s'appelle dans les écoles de presse le journalisme d'investigation. On l'apprend dans les écoles. C'est de l'investigation, tout à fait. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que on a tendance à, et je l'ai déjà dit ici à la radio, on a tendance à, moi je m'en cache pas, il y a beaucoup de médias, j'appelle ça de la propagande médiatique. Et là, en l'occurrence, si tantôt il devait y avoir une autre propagande, restons sur les mêmes mots, eh bien elle existe aussi. Et on a le droit aussi de connaître aussi ce regard-là. Et c'était quand même assez intéressant parce que c'est, je pense, un sujet très frileux pour notre cher et tendre ami Sarkozy. Dans les milieux de la contestation, on appelle cela de la contre-information. Oui. Et dans les milieux des journalistes professionnels, on dit que c'est un reportage d'investigation impartial. Impartial, par exemple, sur un point extraordinaire. Quand on va voir le monsieur qui loue les caméras et qu'on lui dit combien coûte quelque chose comme ça. Les factures. Non, mais qui dit ça doit coûter dans les 300 000. Et on lui dit non, vous l'avez vendu à 100 000, il dit impossible, moi je ne veux pas à ce prix. Ça, c'est de l'investigation, ça, c'est de la recherche que vous ne trouverez pas. Et j'adore les dirigeants de BFM, de LCI, des télés que je côtoie dans ma vie professionnelle au quotidien, mais vous ne trouverez pas ce genre de travail, c'est surtout trop cher. Ni sur Dossier Tabou, bien évidemment. Ah oui, bah là c'est encore pire là. Oui. Alors il paraît que justement, puisque tu parles de Dossier Tabou, de la Villardière déplore avoir vu des appels au meurtre en ce qui le concerne sur Twitter. Des appels au meurtre. Ouais, apparemment, il aurait reçu des menaces. C'est tout ce qu'il a retenu. On rappelle d'ailleurs qu'on a eu Samia Rosman hier, que vous retrouvez d'ailleurs tous les mercredis sur France Maghreb 2, qui se dit avoir été piégé. Oui. Alors c'est vrai, comme je ne lui ai pas dit, mais je serais tenté de lui dire, quand il y a de la Villardière, Samia, ne t'approche pas trop, ça sent mauvais. C'est pas comme ça que ça doit marcher, cher Christophe, non plus. Maintenant, on commence à connaître le personnage, parce qu'elle me disait qu'elle connaissait pas trop, qu'elle avait plus de télé depuis 5 ans. Bon. Le personnage et le fonctionnement des médias à buzz. Et vous avez deux choses. Vous avez ceux qui sont de culture maghrébine, musulmane, et je dis même pas de confession, sont rarement sur le plateau quand ils sont bons et quand ils ont un discours différent de ceux qui sont sur le plateau. Donc, il faut se battre pour être sur les plateaux en direct, parce que c'est le seul moment où quand vous parlez, on peut pas vous couper. Et encore, je me permets, clin d'œil à Benjamin Rafi. Oui, non mais ça, voilà. Donc, mais faut. Qui sera là ce soir à 19h. Et après, il faut choisir où on va quand on est en direct. La deuxième chose, c'est que, et moi j'y étais, je vais même vous raconter une petite histoire sur le métier de journaliste. Quand vous êtes en enregistrement, concentrez-vous, faites comme
les escrocs, le voleur et les bandits, de faire la chose de manière à ne pas laisser de traces. C'est-à-dire de construire des petites phrases courtes qui contiennent des choses pour que même quand on cherche à couper, on trouve pas. En gros, des punchlines. Je sais pas comment ça s'appelle. Oui, c'est ça, c'est les punchlines, voilà. Moi, je parle Nouvelle génération. Oui, Voilà. Ça parle à tout le monde. Et je me rappelle que quand on a fait il y a 10 ans, il y a 15 ans, une émission sur à Sarcelles sur la fameuse comment on appelle ça là où Sarko a traité tout le monde de Karcher et tout ça. Argenteuil. Ouais. Quand on a installé le studio en plein air et les jeunes d'Argenteuil qui étaient maghrébins, musulmans, qui me parlaient en arabe, quand je leur ai dit la radio, ils me disent non, on parle pas aux radios parce que vous enregistrez, vous diffusez ce que vous voulez. Quand je leur ai expliqué que c'était direct, il a appelé sa mère, l'un des jeunes, lui dit mets la radio, je vais dire bonjour, comment ça va, et si tu m'entends, tu me fais signe, il lâche pas. Voilà la non-confiance dans les médias. Alors c'est vrai qu'il y a une légende urbaine qui est maintenant devenue carrément une réalité autour des médias et de la manière dont ils appréhendent aussi le plus grand public, jusqu'à encore aujourd'hui. Notamment, pour prendre l'exemple qui a été cité hier de Samia Rosman, qui s'est retrouvée dans une machine médiatique complètement différente de ce qu'elle attendait. Transmettre. Ouais. Donc, moi aussi, j'entends souvent, et tu m'avais même posé la question une fois à l'antenne, si tu te retrouves devant Zemmour, t'accepterais de parler avec lui ou pas? Tu t'en souviens? Si c'est du direct, on y va. Alors moi, je sais pas si tu te rappelles de ma réponse, c'était parler avec des personnes qui sont prêtes à débattre, qui sont prêtes à avoir, et on peut être complètement sur un sujet divergent, là n'est pas le sujet, qui sont prêtes à débattre et qui sont prêtes à aller vers une conversation constructive, oui, mais parler avec des personnes qui ne sont là que pour imposer leur avis et non pas dans le but d'échanger, ça n'a aucun intérêt. Si, vous préparez avant d'y aller. C'est mon avis tranché. Non mais ouais, je vous en prie. Faut y aller, avant d'y aller, vous préparez les 3 ou 4 phrases piques en connaissance de sa personnalité. C'est du pur journalisme. Aujourd'hui, contre ces gens-là, c'est comme ça. Et quand il se lance, d'abord, on le coupe, on lui laisse pas terminer ses phrases. C'est la règle aujourd'hui. Face à c'est ce qu'a fait Bajra Fil avec Sarkozy, il l'a laissé un peu trop parler. Voilà. Donc, la règle, c'est que quand vous avez quelqu'un, j'allais dire, de respectueux de l'autre, d'universitaire, qui a un échange, vous le laissez parler 3 minutes et ça marche. Mais quand vous avez un polémiste, parce que maintenant, c'est pas des journalistes, c'est pas des écrivains, c'est pas des universitaires, il faut rentrer dedans de la même manière et il faut surtout sortir d'autres phrases qui perturbent. La première, c'est que vous dites n'est pas la vérité pour éviter de dire vous êtes un menteur. Ce que vous dites ne correspond pas à la réalité. Alors on est bien d'accord, Monsieur Tarek, c'est comme ça que c'est notre première, donc il faut que je le sache. On est bien d'accord. Ouais. Il y a quelque chose que vous soulevez qui est hyper intéressant, c'est de se dire aujourd'hui, alors le mot est un peu fort, mais il faut une forme de formation finalement, parce que tout le monde, même si on peut être doté d'un grand savoir ou bien d'une grande richesse culturelle ou même scientifique, ce n'est pas donné à tout le monde de se retrouver là-dedans. Donc comment faire? Parce que là, on est en train de parler, je suis obligée de reprendre cet exemple de dossier tabou, on est en train de parler de personnes lambda, comme le commun des mortels, qui se retrouvent face à des personnes qui en ont fait leur métier. Ces personnes ne sont pas formées en fait à avoir cette répartie. Donc, tous ces conseils que vous donnez, les gens ne les connaissent pas. Donc. Parce qu'on devrait aussi prendre conscience que c'est pas parce qu'il y a une caméra et quand on sait qu'on contrôle pas ni la langue, ni l'histoire, ni le truc, qu'il faut se précipiter pour dire n'importe quoi. Et vous avez l'exemple inverse, on en a eu 2 ici dans ces studios et dans cette radio pendant les attentats de New York des 2 tours, où une journaliste de France Inter et une journaliste de France 2, vous vous rappelez, cher Christophe, à l'époque, ont été envoyés par la rédaction pour aller chercher du son à Barbès. Et les 2 journalistes ont refusé en elles-mêmes en conscience et ont appelé des collègues journalistes et ils ont terminé toutes les 2 ici pour dire il faut qu'on aille là où il y a des auditeurs qui vont parler, mais là où il y a aussi des gens qui savent parler. Donc donner la parole à un interlocuteur qui va répondre. Et on a eu droit donc à 1 minute 30 sur France 2 à l'époque en ouverture de journal de ces studios avec cette journaliste qui est honnête et qui nous a même expliqué, moi elle m'a appelé le lendemain, qu'elle a tout fait pour arriver 5 minutes avant le montage au studio, de manière à ce que personne ne puisse visionner et dire coupez ça, et elle l'a mis directement dans la boîte et dit allez-y, il est prêt. Alors on peut conclure avec ça.
finalement, c'est comme s'il y avait déjà un listing, en fait, une manière de faire pour pouvoir monter du début jusqu'à la fin son reportage. Puisqu'ils savent très bien où aller chercher les interlocuteurs si vraiment ils veulent donner la parole à des personnes qui vont pouvoir apporter un réel sens critique ou pas d'une situation. Et ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, il y a un énorme travail de désinformation, notamment de la part de ce média et d'autres encore, qui doivent arriver et dire voilà ce qui se passe. Au-delà de se dire ce qui se passe à la télé, c'est pas la réalité, c'est de donner la parole à la réalité. Non mais et il y a personne. Je m'excuse Christophe parce que vraiment c'est le sujet de cette émission et d'autres sur on cette rattrape question. notre retard, Christophe. Oui. Et on pourra faire plus court sur le reste, sur certains points. Il y a 3 jours sur LCI, encore une personne que j'adore, que j'ai aidé médiatiquement au début de son travail, c'est le recteur de la mosquée d'Ivry. Il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle Un prêtre, un rabbin et un prêtre et un imam, quoi, comme d'habitude. Et c'était à 3 pour présenter le livre. Le chrétien défend sa cause. Le juif parle du fait qu'en Israël, les Palestiniens en clair, ils ont tout, et que l'image qu'on en a est déformée. Et Meroun ne rebondit pas sur ça, il rebondit à nous expliquer la charia et tout ça. Et ça a été le prêtre qui dit je peux pas vous laisser dire comme ça sur les Palestiniens et sur la cause, parce que les Palestiniens, il y a aussi des chrétiens. Donc il y a des gens qui savent qu'ils n'ont aucun bagage, qui se débrouillent pour avoir une espèce de visibilité. Ou et parfois qui sont pris aussi un petit peu au dépourvu. Parfois. On n'y va pas. Non mais c'est délicat, c'est délicat. Allez, ce qui est délicat, forcément aussi ça peut arriver de temps en temps dans cette émission, c'est les avis tranchés. Alors, les avis tranchés dans cette émission que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur la page YouTube de France Maghreb 2, pour ceux qui veulent les réécouter, les partager aussi, parce qu'il y a du très très bon dans ce que nous proposent les chroniqueurs du Grand Forum, la team du Grand Forum. Tarek m'en voudrait pas, on va commencer par Sabrina, galanterie oblige, évidemment. Au contraire, je vous aurais demandé de faire le contraire si vous m'aviez donné la parole. Bon, Sabrina, c'est à vous, c'est à toi. Merci. Alors, mon avis tranché, c'est un avis de recherche. Mon avis de recherche, c'est où sont les Avéorésiens d'aujourd'hui et de demain. Donc en fait, je voulais partager avec vous une réflexion que j'ai eue en parallèle d'une lecture. C'est vrai que je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais pour moi, certains livres ne méritent pas d'être lus, mais bien plus encore, ils méritent d'être étudiés. Et donc là, en l'occurrence, c'est le cas du livre de Paul Malvillac, donc qui s'appelle Avicenne et Avéorès, médecine et biologie dans la civilisation de l'islam, que je vous conseille et je vous invite à survoler et étudier. Et en fait, il m'est venu quelques points de réflexion concernant la théorie de l'intellect d'Avéorès. Et j'aimerais partager cela avec vous. Cette théorie me pousse à m'interroger sur nombre de points. Comment en est-on arrivé à sous-alimenter notre savoir, engendrant de fait une aliénation de notre réflexion intellectuelle? Comment et quand surtout sommes-nous arrivés à ce stade de pauvreté intellectuelle? Nous les héritiers d'un patrimoine riche culturellement et intellectuellement. Mais qu'en avons-nous fait? Régis par nos sens et nos émotions, même notre pragmatisme finalement se veut être orienté loin, très loin d'une ouverture élévatrice au départ. Alors ma question c'est, à quand des Avéorésiens de demain? À quand? Il y a une chose dont je suis convaincue, c'est qu'ils sommeillent tous en nous et je suis convaincue que le meilleur est à venir. Et il le faut d'ailleurs. Nous devons de croire que nous avons tous autant ce potentiel, que nous pouvons aussi apporter de nos lumières à nous, de par notre intellect et également quelque chose, une plus-value pour les civilisations à venir. Il y a une chose aussi qu'il faut savoir finalement, c'est que au vu de l'assistanat moral et psychologique dont nous sommes tous des potentielles victimes, eh bien, ce sera d'autant plus honorable pour ces hommes et ces femmes, ces Avéorésiens de demain, de susciter l'éveil, d'alimenter la réflexion, alimenter une des plus belles parties de l'être, laquelle? La pensée. Donc encore une fois, le constat ambiant est tellement morose qu'on en oublie que nous avons la capacité de le rendre beaucoup plus lumineux, beaucoup plus rafraîchissant, beaucoup plus positif. Je le crois, oui, nous avons tous ces capacités. Et cet avis de recherche parce que
on oublie en fait par rapport à certaines pollutions médiatiques, certaines pollutions sociétales qui nous poussent finalement à ne pas faire une certaine gymnastique cérébrale qui est d'urgence vitale de faire revivre en soi. Sabrina, merci. Tarek, réaction sur ce que vient de nous dire Sabrina. Ça doit t'interpeller un petit peu? Beaucoup, d'autant plus que c'est la ligne même de la radio qui est... Elle comprend vite, Sabrina. Oui, qui est quand même, pour nous, et c'est pas faire de la propagande religieuse, parce que moi, je n'utilise presque jamais la religion dans mes raisonnements intellectuels, mais l'intellect d'Averroès pour arriver donc au même but en définitive. Le premier, c'est Iqra, le premier verset du Coran. Car Iqra, c'est pas répétitif. Iqra, c'est Iqra pour lire, pour comprendre, pour interpréter pour et pour transmettre. Et pas pour répéter comme un petit perroquet. 2. Donc forcément, c'est la réussite scolaire. 3, avec la réussite scolaire doit correspondre une réussite sociale, donc une indépendance économique. Cette indépendance autonomique donne l'autonomie intellectuelle du vote, la participation citoyenne, et si on va au dernier degré des degrés, c'est de faire de la politique, de se faire élire pour pouvoir propager ses idées. Et donc, quand par hasard, et sans le vouloir, en faisant le raisonnement, j'arrive à 5 points, et ces 5 points, certains de mes amis me disent mais ça correspond aux 5 bases de la religion. Oui, peut-être, mais ça correspond surtout à 5 étapes d'une réflexion sur le long terme qu'Averroès et quelques autres ont fait. Et quand on commence par lire pour savoir qui on est, on n'a plus peur de tout ce que les autres disent de nous ou pas, parce qu'on sait qui on est. Et donc c'est important de savoir qui on est. Pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Donc il faut savoir d'où on vient, qui on est, pour savoir où aller. Alors moi, je rebondis parce que en tant que thérapeute spécialisée en sciences comportementales, il y a des choses que je vois dans mon quotidien et dans ma profession qui me poussent justement à faire cet appel. C'est beaucoup plus qu'un appel au secours en fait. C'est beaucoup plus que de simples mots qui passent dans une radio et qui vont partir dans les méandres des ondes. Non, absolument pas. Là, il est temps. Il est vraiment temps de se déconnecter en fait de quelque chose qui est chronophage, à savoir le mot est fort, mais à savoir une certaine forme de bêtise en fait qui ne nous nourrit pas. Donc oui, tu veux te détendre, t'as besoin tu regardes la télé, tu veux sortir, c'est normal. Quel que soit ton âge, que t'en aies 15, 20, 30, 50, c'est pas le sujet. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est qu'à côté de cela, tu ne prennes pas le temps de t'instruire. Alors, il y a différents, juste en annexe de ce que vient de dire, voilà, ce que je voulais dire en fait, c'est que à côté de cela, oui, il y a différents chemins, il y a différentes voies pour pouvoir accéder à la connaissance. Donc, effectivement, surtout ici en France, il y a l'école, etc. Mais si aujourd'hui tu te retrouves et que t'es sorti de l'école beaucoup plus tôt, c'est pas grave. Ne te dis pas que voilà, tu es condamné à ne pas poser les pieds dans une université, donc tu es coupé du savoir. Non, pas du tout. Il y a toujours la possibilité de pouvoir s'enrichir et d'enrichir son intellect et du coup, forcément, d'apporter une finesse à sa manière de réfléchir et donc, évidemment, de pouvoir changer les choses. Alors, comme disent certains dans le monde de la communication et de la politique, vous avez entièrement raison, d'autant plus que vous avez un autodidacte, je ne sais pas si vous voyez de qui je parle, qui aujourd'hui est l'une des personnalités politiques de ce pays. Monsieur Estrosi n'a pas beaucoup d'école, il était il était un motard, d'où le surnom donc de motodidacte. Ça l'a pas empêché de faire des choses et d'apprendre. Donc en fait, il y a une question de volonté, de possibilité, d'opportunité. Et des fois, quand on n'a pas les opportunités, on peut, en quelque sorte, aller les provoquer en allant à des meetings, en allant rencontrer des gens, en apprenant. Et petit à petit, si on sait qui on est, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut faire et on peut agir. Alors, je sais qu'on est pris par le temps, je suis obligée. Attention à l'obscurantisme, quel que soit le sujet. Tout à fait. C'est-à-dire, tu veux t'orienter, peu importe ce soit de la politique, de la religion, des sciences, peu importe. Mais attention, reste toujours dans l'ouverture de quelque chose et dans le partage, parce que, encore une fois, et je le dis et je le dirai toujours, c'est de débattre avec des gens qui sont
divergent, ça va t'ouvrir l'esprit et non pas tomber dans un obscurantisme et dans ton apprentissage et de t'isoler là-dedans et de te fermer là-dedans. Ça, ce n'est absolument pas s'ouvrir intellectuellement. Gandhi dit à ce propos, ne pas réagir à quelqu'un qui vous blesse, mais lui dire ce que vous pensez, mais d'une manière, j'allais dire polie, pour le truc, ne change rien au passé parce qu'il vous a insulté, il vous a blessé, mais peut changer beaucoup dans l'avenir parce que cette personne que vous avez traitée de la sorte pourrait être interpellée elle-même pour ne plus réagir de la même manière. Donc c'est aussi une façon d'éduquer l'autre en s'auto-éduquant. Dans un instant, Tarek, je vais mettre la pub tout de suite, comme ça on est tranquille. On accueille aussi Yacine Bellatar aux alentours de 17h. Et puis Tarek, votre avis tranché concerne la Syrie, parce que la Syrie s'en passe des choses, évidemment. Ça fait d'ailleurs un an, jour pour jour, que la Russie a rejoint. Vous avez lu mon papier? Oui. Un petit peu, un petit peu. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que c'était les images chocs qu'on vous a mis d'ailleurs sur le Facebook de la radio France Maghreb 2, c'est l'assassinat du petit garçon palestinien dans les bras de son père. Vous vous souvenez de cette image? C'était le 30 septembre 2000. Dans l'éphéméride de France Maghreb 2, et donc c'est Mohamed Doura. Et le hasard de la vie veut que le jour où l'assassinat de Mohamed Doura correspond au jour de l'enterrement de Simone Peres. À tout de suite. Le Grand Forum en ce vendredi 30 septembre. Merci d'être avec nous pour la suite en compagnie de Sabrina Artiste aujourd'hui et de Tarek Mami pour nous accompagner. Nous avons écouté donc cet avis de recherche, cet appel au secours de Sabrina il y a quelques instants. On va parler de toute autre chose, c'est ce qui fait d'ailleurs la richesse de ces avis tranchés. Si tant est que ça en soit un, Tarek, c'est plutôt une analyse plutôt qu'un avis tranché sur la Syrie. Si vous voulez retenir le mot avis, j'y mettrai le mot balancé et non pas tranché, parce que je n'aime pas en ce qui me concerne les choses tranchées. Les choses tranchées ne permettent pas le recul. Donc je vous laisse le qualifier tel que vous voulez. L'essentiel, c'est qu'aujourd'hui je souhaite parler de Alep avec un titre un peu peut-être balancé ou tranché, Alep qui a raison, qui a tort. Alors que nous sommes à la veille du premier anniversaire de l'entrée et d'implication de l'armée russe qui a changé la donne sur le terrain et que la guerre dite en Syrie ou de Syrie va inaugurer sa 6e année, la guerre médiatique sur la bataille militaire réelle de Alep fait rage. Nous vivons en France et nous recevons donc les informations des médias occidentaux en général et français en particulier. L'immense majorité de nos concitoyens n'accèdent pas à d'autres sources d'information et surtout pas dans d'autres langues. Pourtant, d'autres sources d'information en langue française, mais également en langue arabe, qui sont les langues disponibles pour nos auditeurs de France Maghreb 2, ont leur propre opinion et donne une autre vision des choses. Beaucoup de téléspectateurs de télévision en langue arabe, par contre, regardent et ingurgitent les contenus de télévision financés directement par les pays du Golfe, qui sont partie prenante de la guerre en Syrie, il faut le rappeler, et diffusent donc leur point de vue sur la bataille en cours. Citons-les, c'est Al Jazeera, Al Arabiya. Pourtant, et en même temps, il y a d'autres télévisions en langue arabe qui offrent une autre vision de la bataille et que l'on pourrait à leur tour les qualifier également de télévisions financées par des pays qui sont partie prenante de la guerre en Syrie. Citons dans ce cas TV Russia Al-Yawm en langue arabe, une télévision russe, Al-Alam, une télévision iranienne, Al-Manar, la télévision de Hezbollah, Al-Akhbariya Al-Souriya, qui est la télévision officielle de la République syrienne, appelée toujours dans les autres médias de télévision du régime, voire de la télévision de Assad. Pourtant, le journaliste d'abord, le citoyen ensuite doit se comporter comme un juge dans un tribunal. Ici, c'est le tribunal de l'histoire, et il doit avoir les deux points de vue, les deux sons de cloche pour se faire son opinion. Plus grave encore, il doit rechercher cette double source d'information, d'autant plus que les médias que nous avons sous la main ne lui donnent qu'une seule vision de l'histoire, cette vision étant influencée par la position politique de notre pays, qui agit dans la droite file de la déclaration devenue célèbre de notre ancien ministre des Affaires étrangères, M. Laurent Fabius. Je cite, « Al-Nusra fait du bon travail en Syrie ». Et bien sûr, nous n'avons pas tous un voyant rouge quand on écoute cette phrase pour nous poser la simple question, Al-Nusra c'est qui? Réponse simple, Al-Nusra c'est Al-Qaïda. Donc, si j'ai bien compris, Al-Qaïda contre laquelle l'Occident dit faire la guerre
avant même la création de Daesh, depuis la création de Daesh, et encore officiellement à ce jour, fait du bon travail en Syrie. Dans Tact, Al-Qaïda, qui est une organisation terroriste en Occident, et contre laquelle il faut faire la guerre partout dans le monde, est une organisation qui fait du bon travail en Syrie et jouit à ce titre dans ce pays de l'impunité la plus totale, voire des soutiens des hommes en armes et en propagande médiatique. Staline disait: la mort d'un homme est un drame, la mort d'1 million d'hommes est un chiffre. Et justement, depuis son invasion illégale de l'Irak en 2003, le chiffre de 1 million de morts se multiplie d'abord en Irak, ensuite un peu partout dans le monde. Nos médias se sont-ils amusés, et excusez du mot, un jour, pour compter le nombre de morts tués par les Américains depuis les attentats du 11 septembre 2001 et pour venger les 3300 Américains morts dans la destruction des tours jumelles. Les hommes sages et normaux disent chaque mort, quel qu'il soit, est un mort de trop. Alors que même qu'ils constatent, ces hommes sages, que les morts n'ont pas manifestement la même valeur dans nos médias, selon qu'ils soient occidentaux, palestiniens, israéliens, noirs, arabes ou musulmans. Ces derniers, nos médias, virent à la propagande pour un mort occidental, au mépris et à la non-citation des morts quand il s'agit d'un Palestinien, d'un Noir, d'un Arabe, voire d'un musulman. La guerre en Syrie et la bataille d'Alep ne sont plus une bataille syrienne depuis longtemps, pour ne pas dire une guerre syrienne depuis son début. À Alep, qui a raison, qui a tort? Tous ceux qui tuent à Alep ont tort. Avec cette différence qu'il y a ceux qui tuent et se battent pour l'intégrité de leur pays, qui ont peut-être, devant l'histoire, des circonstances atténuantes par rapport à ceux qui viennent de l'extérieur, tué les Syriens, qu'ils soient soutien du président Bachar al-Assad ou qu'ils soient contre le président Bachar al-Assad. Cette guerre devient une guerre d'abord entre Américains et Russes pour préserver leurs propres intérêts à chacun. Ensuite, une guerre entre les Saoudiens et les Iraniens au nom de leur propre guerre religieuse sunnite. Et en troisième lieu, et s'il reste encore un peu de place dans le cerveau de l'analyste, entre Syriens qui ne sont pas d'accord sur la situation actuelle et sur l'avenir de leur pays. Solution maintenant, qui a tort, qui a raison? Que l'on expulse tous les combattants étrangers de Syrie, que l'on verrouille toutes les frontières terrestres syriennes pour empêcher toute entrée de personnes étrangères, que l'on amène Américains et Russes, mais aussi Chinois, qui sont présents mais invisibles, à trouver des solutions pour protéger leurs propres intérêts, comme tout empire pour ces trois-là, et vous verrez que la guerre de Syrie et que la bataille d'Alep s'arrêteront d'un coup, d'elles-mêmes, faute de combat, faute d'armes, faute de finances. Mais ceci est un vœu bien pieux de ceux qui souhaitent que cette guerre, comme d'autres, comme la colonisation de la Palestine, s'arrête. Nous n'en sommes pas encore là. L'avis tranché de Tarek Mami donc sur la Syrie. Sabrina? Alors c'est un avis analytique très intéressant, vraiment, qui mérite d'être diffusé, et c'est ce que j'aimerais pouvoir entendre dans certains plateaux de télévision. Voilà, ça me ferait du bien en fait de pouvoir entendre cet avis qu'on n'est pas obligé de partager. Hein, je suis pas en train de dire que voilà, il faut dire amen à tout, mais par contre voilà, c'est un autre regard et on l'entend pas assez ça dans les grands médias. Donc rien que pour ça déjà merci. Et je trouve que c'est une autre façon de voir les choses avec une certaine subtilité. Qui encore une fois, on parlait tout à l'heure d'une certaine propagande et puis d'une autre, un autre style, une information, des informations. Là, en l'occurrence, on a encore une façon de penser qui n'est pas assez connue. Voilà. D'où voilà l'analyse donc de Tarek Mami. Il est 17h, c'est l'heure de notre invité. France Maghreb 2, l'invité de la rédaction. Sabrina, Tarek, aujourd'hui avec nous, quelqu'un que vous connaissez. Il a pas mal d'ailleurs baroudé dans le métier. Yacine Bellatar. Bonsoir Yacine. Bonsoir.
Bonsoir et bienvenue sur France Maghreb 2. Alors, histoire de mettre les choses au point tout de suite, Yacine, vous êtes, d'après certaines sources et certains sites, au cœur d'une certaine polémique à propos d'un dîner que vous auriez eu avec un certain Julien Dray. Et vous seriez de ceux à faire en sorte que François Hollande, enfin militer pour que François Hollande se représente. Alors, on commence par ça. Non, j'ai fait à un dîner où Julien Dray était présent avec 19 autres personnes. Mais si vous voulez vous focaliser sur Julien Dray, vu qu'on ne sait pas parler du dîner, c'est possible aussi. Mais non, a priori, je dîne dans ce genre de dîner. Il y a des gens de partout et à mon âge et avec mon expérience, j'ai pas l'impression que dîner avec quelqu'un engendre un accord avec toutes ses idées. Mais ça, c'est le problème des Arabes et des Noirs faibles qui cherchent des polémiques là où il y en a pas. Il faut pas diffuser à travers ma personne ses doutes. Moi, a priori, je reste le même. Et quand que j'aille n'importe où, pour l'instant, preuve contraire, j'attends. Je n'ai pas l'impression de changer ni mon point de vue, ni mes idées sur les choses. Mais ça me dérange pas qu'on s'attarde sur Julien Dray à partir du moment où je n'ai pas d'activité avec Julien Dray. Je n'en ai aucune. Et si on me donne la responsabilité de fédérer les gens de banlieue pour François Hollande, au-delà du fantasme, ça prouve une certaine naïveté. Yacine Bellatar, comme ça la réponse en tout cas est apportée, le démenti concernant donc cette information. Vous restez donc quelqu'un d'indépendant, vous continuez. Non, mais c'est même le fait d'y répondre, ça serait déplacé. Je veux dire, à un moment, moi, j'ai pas que des activités artistiques, j'ai aussi des activités économiques, de fait. Mais ce que je trouve aberrant, enfin pas aberrant même pas, parce que je trouve triste, c'est l'état d'esprit. Moi, j'ai 14 ans de carrière, j'ai pas 3 mois, 4 mois. Moi, je cours pas après la légitimité. J'ai fait Génération pendant 5 ans. N'importe quel auditeur qui m'a entendu ou sur Génération ou sur Beurre FM, c'est ce que je pense. Je suis pas là, moi, en plus, pour m'entendre dire par des enfants qui militent depuis 3 ans ce que je dois penser. Donc, c'est ce qui est plutôt triste. Ne serait-ce que la question que vous venez de poser, vous avez tout à fait le droit en termes journalistiques. C'est en plus de croire que qui ne dit mot consent. Et ça, c'est un nouveau paramètre dans les réseaux, c'est qu'en fait, on disqualifie. Si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on disqualifie. Mais moi, celui qui va me disqualifier, je l'ai pas encore vu arriver. Alors, mais je l'attends. Alors moi, je veux juste... Bonjour Yacine. Donc c'est Sabrina à l'antenne. Donc il y a quand même une chose qui est importante de préciser. J'en profite aussi parce qu'on est à l'antenne. Donc à la base, et ça va être le cas. Donc nous t'avons invité pour parler d'une parodie. Et d'ailleurs Christophe en parlait en début d'antenne parce qu'il y a un message qui est très très important à propager. Et puis il y a eu cette polémique entre temps qui du coup ne nous oblige pas bien évidemment, mais nous donne l'opportunité pour toi. Mais encore une fois, tu n'es pas obligé parce que comme tu dis, tu as un avis là-dessus qui ne dit mot consent et c'est ton droit. On n'est pas obligé de se prononcer là-dessus. Et évidemment, nous, en tant que médias, on se dit, voilà, il y a la possibilité de pouvoir lui donner la parole sur une forme de calomnie ou pas. Donc là, justement, c'est ton point de vue que tu es libre de donner ou pas. Et de pouvoir aussi apporter une forme de désinformation par rapport à ce qui peut être dit. Et surtout, parce que ça, c'est une chose, ce qui peut être dit, tout le monde dit tout sur tout le monde. Ce qui est accueilli par le public. Voilà. Mais sinon, la base de cette invitation, elle est claire. Non, mais c'est pas le problème. Moi, je suis très très serein là-dessus. Il faut voir. Moi, je suis le plus serein dans cette histoire. Moi, comment dire, l'interrogation, elle n'est pas de mon côté, et la réponse, elle ramène à ce qu'il y a de plus, comment dire, gênant dans l'histoire de l'esclavage et de la colonisation. Est-ce que moi, je représente Yacine Bellatar, les jeunes de banlieue? Est-ce que je représente les musulmans? Est-ce que je suis quelqu'un de qualifié ou ne serait-ce que de comment dire, j'allais dire légitime? On m'a collé une veste parce que ça arrange tout le monde. Je veux dire que ça arrange qui, Yacine Bellatar? Ça arrange tout le monde, c'est le jeu des médias, évidemment. J'ai commencé sur Génération, j'aurais commencé sur Radio Classique, j'aurais représenté les chefs d'orchestre. Je sais où j'ai commencé, je sais ce que je défends, mais je ne défends pas les points de vue par rapport à
une communauté ou quoi que ce soit. Je les défends par rapport à l'artiste que je suis et d'où je me positionne. Je suis pas obligé d'être en accord avec tous les gens sous prétexte qu'ils me ressemblent. Ça, c'est le principe même du communautarisme. Ouais. Et moi, je n'aime pas le On communautarisme. dénonce d'ailleurs ici. Donc, pardon ? Que l'on dénonce, nous, ici, en tout cas, tout ce qui est Non, mais très communautarisme. certainement, mais je suis pour aucun communautarisme, ni chez les juifs, ni chez les musulmans, ni chez les chrétiens, que deux personnes se réunissent, et parce qu'elles ont les mêmes origines, elles partent du principe qu'elles sont d'accord forcément. Moi, ça me chamboule. Moi, je travaille avec Thomas Barbazan depuis 14 ans, c'est mon associé, et c'est la richesse de notre culture, de nos cultures différentes qui font qu'on est ce qu'on est aujourd'hui et qu'on arrive à faire des vannes surtout. Mais moi, je crois qu'il y a une tension dans les réseaux parce que personne n'est légitime et tout le monde a envie de l'être. Mais il y a 10 ans, il y a eu des émeutes et en 10 ans, pas un prescripteur de banlieue n'a été fort. Et je vais même aller plus loin que vous sur votre antenne. Vous savez aujourd'hui s'il y a des djihadistes de 19 ans, c'est de notre faute. Vous savez pourquoi ? Parce que les dernières émeutes, elles ont 10 ans. Et depuis 10 ans, les Arabes et les Noirs de banlieue qui, sous prétexte, veulent être la cause et compagnie, et en fait, ils ont tellement fait d'égo qu'on a laissé des petits jeunes désemparés face au militantisme. Alors que si on s'était fédérés autour d'un projet commun, à savoir qu'on aille tous dans le même sens, aujourd'hui, je peux vous dire qu'un jeune de 19 ans, il prendrait sa carte électorale, il irait voter, il aurait des opinions politiques, et pas il serait en train de se demander sur les réseaux sociaux comment... Il y a une fracture, et on a profité de cette fracture, non pas pour la pensée, mais PAN, bien sûr, mais surtout pour pouvoir casser encore un peu plus l'écart qu'il y a pu y avoir. Est-ce que la question centrale n'est pas celle de l'intolérance, de la non-maturité de beaucoup de personnes, de la manipulation médiatique qui fait que dans ce pays aujourd'hui la culture la plus dominante c'est celle de George Bush, si t'es pas avec moi, t'es contre moi, et que ça se reproduit de haut de l'échelle de candidat Sarkozy pour ne pas le citer, aux enfants de la cité, et cette intolérance fait que si tu fais pas la prière de la même manière et en même temps que moi, t'es pas un musulman. Si tu ne fais pas tel sketch de telle manière, t'es pas bon. Et que le problème est un problème d'acceptation des uns des autres. Non, mais je crois que au-delà, votre point de vue est entendable, mais après, je pense que le combat est déjà, je dis ça du haut de mes 34 ans aujourd'hui. Je n'aurais pas dit ça il y a quelques années. Preuve d'une maturité, même si ça me surprend. Je pense qu'il faut se positionner par rapport au moment où par rapport à l'âge où on le fait. Je peux comprendre que des gens qui ont 20 ans, qui sont avides de notoriété, et moi aussi j'ai dû passer par là très certainement plus jeune, ont envie plus de montrer ce qu'ils sont que ce qu'ils font. Vous savez, être militant, ma carrière en est la preuve, c'est prendre des positions et ne pas tout le temps aller dans la masse. Et je ne rentre pas dans cette conversation, même si je le fais par rapport à vous. J'ai même pas répondu aux gens. J'ai répondu qu'à Didier Porte parce que ça me rendait malheureux pour lui. Mais moi, mon père, qui est l'homme que je porte le plus en estime au monde, ne me demande pas avec qui je dîne. Parce qu'il sait qu'il m'a donné l'éducation et les outils pour qu'à chaque fois que Yacine Bellatar s'assoit à la table de quelqu'un, il ressorte, il est Yacine Bellatar. Moi, j'ai pas une éducation de faible. Moi, mes parents, ils m'ont pas appris à parler français. Ils m'ont pas amené dans ce pays. Et ils m'ont donné aujourd'hui une éducation exemplaire. Et je suis allé à l'école de la France pour que je bégaye en français devant les puissants de ce monde. Moi, quand je parle en français, tout le monde me comprend et tout le monde sait ce que je pense. Et je peux vous dire, c'est les gens qui m'écoutent dans ces dîners-là. C'est pas l'inverse. Parce que moi, je sais de quoi je parle. Je connais mon sujet. Et le tropisme de l'islam n'est pas le bon. Vous croyez vraiment que des gens vont apprendre à d'autres à être musulmans? Parce que c'est pas ça, justement, l'islam. C'est que nous n'avons pas des rapports verticaux, nous avons des rapports horizontaux par rapport à Dieu. Et aujourd'hui, il y a des mômes qui sont plus jeunes que moi, et moi qui ai 3 enfants, qui vont venir me dire ce que je dois penser. Mais moi, je me cache pas derrière Twitter. Moi, il n'y a pas un quartier en Île-de-France où je peux aller et où j'ai la boule en ventre. N'importe quel quartier d'Île-de-France, c'est peut-être le luxe que j'ai, c'est chez moi. Parce qu'ils savent ce que j'ai fait.
Alors que les mecs qui se cachent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui en 140 caractères s'amusent à dire quoi? À dire le tout et le n'importe quoi. Qui viennent avec moi dans un quartier. Qui viennent avec moi dans n'importe quel quartier d'Île-de-France. L'invitation est lancée. Non. L'invitation est lancée, Yacine. Ouais. Alors justement, bon, on va écarter ce sujet parce que c'était plus justement une réponse que je souhaitais que tu nous apportes. Comme ça, on en termine une bonne fois pour toutes et terminer quoi. Voilà, parce que c'est vrai que ce genre de rumeurs peuvent parfois avoir des conséquences et c'est pas ce qu'on te souhaite. Donc évidemment. Mais absolument pas. Non, vraiment. Pour conclure là-dessus, puisque déjà le fait d'avoir commencé, voilà. Mais pour conclure, qu'on soit la rumeur, la calomnie, c'est déjà, la calomnie est condamnable dans notre pays. Puis après, les interprétations, c'est les armes des faibles. Moi, j'ai pas de problème. Vraiment, je vais être très honnête. Les gens qui m'entourent, avec qui je bosse, et Dieu sait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens dans notre boîte, c'est des gens qui ont 30 ans passés. Ils m'ont dit, si tu réponds, ils vont croire que ce qu'ils disent, c'est important. Je vais vous donner une anecdote qui va au fond. C'est le site Pananza qui a écrit. Oui, voilà. D'accord. Moi, je l'ai eu par texto pendant une journée. Il n'a pas écrit sur son site. Une journée. D'accord? Je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça si c'est pas vrai? J'ai la preuve. Il m'a répondu, ah ok, si c'est pas vrai, je lui ai dit, fais une correction. Il l'a pas faite à l'heure où je vous parle. Mais moi, j'ai la preuve que le mec de Pananza, pendant une journée, je lui ai prouvé par A plus B que ce qui s'est passé, c'est pas ce qu'il a écrit. Donc, je préfère dire aux gens qui suivent son site que ça s'appelle une réponse, en fait. On a le droit, un droit de réponse en France, que moi j'ai pris l'initiative de lui répondre, parce qu'il me suit sur Twitter. Il a écrit un article calomnieux sur moi, il m'a suivi sur Twitter. Et j'en ai profité pour lui dire, je te dis juste que tout ce que tu as écrit, c'est pas vrai. Ouais. Alors, on referme la parenthèse, Yacine, si tu veux bien, parce que le temps passe très vite, pour parler de cette parodie. Donc, tu es quelqu'un qui t'affirme, quelqu'un qui a des avis sur pas mal de sujets. Et notamment, alors, cette petite parodie, alors si j'ai bien compris un peu, c'est tu te questionnes ou tu dénonces aussi une certaine mainmise concernant la gestion de l'islam en rapport notamment, et ça commence comme ça d'ailleurs, cette parodie sur Chevènement, qui serait donc celui qui va diriger cette fameuse fondation de l'islam de France. Bah, je pense que aujourd'hui, ce qui se passe avec Chevènement est une ignominie pour le gouvernement et pour les gens qui l'incarnent, et aussi et pour le président. Mais c'est fait d'une manière très subtile en fait. Il y a également aussi en seconde partie un message. Alors moi j'avais vraiment été interpellée par ça et c'est ce que j'avais envie avec toute l'équipe qu'on puisse mettre aussi un peu en avant dans cette parodie. C'est aussi ce message, voilà, de manière assez humoristique, mais tellement profond et vrai, à savoir lorsque tu t'adresses un peu à ces jeunes qui partent au djihad de manière complètement inconsciente et ignorante, clairement. Et ça dans la parodie, voilà, moi je voulais saluer ça parce que c'est fait d'une manière vraiment intelligente qui va toucher et s'adresser au public requis. Et ça, ce public-là en général, il est pas forcément, il est frileux en fait à ce genre de choses. Et là, la manière et la pédagogie dont c'est fait, je l'ai trouvé hyper intelligente. La parodie, la musique est un bon moyen de faire passer des messages, Yacine Bellatar? Bah, ça dépend. Tout dépend des conséquences. Après, il faut pas être moqueur. Il faut être. Après, chacun son humour. Mais je suis pas tout à fait d'accord sur le fait de dire que le public est frileux. Je pense que le public. Ce genre de public. Ce genre de public. Non, mais il n'y a pas de genre. Enfin, ça serait un peu convenu de croire que les Arabes et les Noirs sont beaucoup moins ouverts à des idées artistiques. Je vais contextualiser encore plus. C'est pas ce que je voulais dire. Ce genre de public, à savoir les personnes qui seraient susceptibles de pouvoir être alpaguées vers un discours extrémiste et partir manipulable, tout simplement. Voilà. Ouais. Non, mais vous savez, là-dessus, je pense malheureusement, moi je suis de banlieue, je suis de confession musulmane. Et viendra à se poser la question de pourquoi ils y vont. La réponse, leurs propres parents ne l'ont pas.
Pourquoi nous on est en train de discuter là autour d'un micro de manière courtoise et respectueuse, et pourquoi au même moment des enfants qui sont nés en France et dans les mêmes quartiers que nous décident d'avoir un projet totalement autre. Moi je ne pense pas vraiment à ces enfants, je ne vais pas vous cacher que ces enfants-là, pour moi, ça ne m'appartient pas d'essayer de les convaincre de quoi que ce soit. J'ai vraiment une pensée qui va à leurs parents, qui va à leurs parents, parce que je suis très très affecté pour les parents. Vraiment, je pense que s'il y a quelque chose que je peux reconnaître à la culture musulmane, c'est qu'elle est extrêmement pudique. Que déjà même quand nos enfants allaient en prison pour des faits du pénal, les parents en général ne se disent pas avec fierté que leurs enfants sont en prison, en général ils les cachent. Mais de savoir que des parents qui sont ouvriers, qui ont beaucoup travaillé, qui sont pliés en quatre pour la France, découvrent que leurs enfants sont des terroristes dans leur chambre à cause d'Internet, parce que c'est ça aussi le sujet. C'est que aujourd'hui on a affaire à des enfants qui s'auto-radicalisent et personne ne les voit monter là-dedans. Donc j'ai une pensée pour ces parents-là qui meurent plusieurs fois. Ils meurent de manière civile, morale et je pense. Merci en tout cas Yacine Balatar d'avoir pris quelques minutes pour répondre à quelques-unes de nos questions. Et donc la parodie, elle est disponible sur YouTube. On va l'écouter un extrait. On invite tous les auditeurs auditrices à aller justement partager et voir donc cette parodie de Yacine Balatar. Merci beaucoup, à très vite Yacine. Merci, bon courage à vous. À bientôt. Le Grand Forum, merci d'être avec nous sur votre radio France Maghreb 2 avec évidemment Tarek Mami et Sabrina qui visiblement en lisant ton Facebook tout à l'heure, je me suis aperçu que tu avais une petite surprise pour les auditeurs. Oui, merci de me le rappeler. Alors en fait, je propose donc dans le cadre de ma profession, je suis également art thérapeute et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler lors d'une prochaine émission. Lundi. Qu'est-ce que l'art thérapie ? Ok, donc rendez-vous à tout le monde lundi pour connaître un petit peu ce qu'est l'art thérapie. Donc dimanche, je propose une séance d'atelier d'écriture pour les adultes et qui de 15h30 à 17h qui va justement accompagner les personnes qui ont une certaine finesse ou qui cherchent aussi à exprimer d'autres émotions autrement que verbalement par l'écriture. Donc je vais les accompagner et je propose aux auditeurs de s'inscrire et donc le prix est de 20 € et donc pour les auditeurs, bien en fait il suffit donc de me contacter par mail et de mettre France Maghreb 2, le petit code France Maghreb 2 et du coup le prix sera à 15 €. Donc juste l'adresse mail sabrinagh.heartist@gmail.com. Et je conclus sur ça parce que je suis très généreuse, non pas en termes d'argent, mais en termes de monde. En fait, je propose aussi mercredi, les 2 mercredis qui suivent, en fait, à partir de 17h. Tout ça, ça se déroule dans le 94, un atelier d'art thérapie pour les petits bouts, parce que j'aime trop les petits bouts et que je pense aussi avec que c'est important de développer ça dès le plus jeune âge. Donc voilà, le premier a eu lieu mercredi dernier. Pareil, c'est 20 € et pour les auditeurs de France Maghreb 2, 15 € également avec le code France Maghreb 2. Et l'adresse, on la rappelle, l'adresse mail sabrinagh.artist, donc HEARTIST. @gmail.com. Mais sinon sur la page sur la page de France Maghreb 2 ou sur ma page Facebook, toutes les infos sont données. Parfait. Bon, et bien voilà un bon plan au passage, puisque ça va nous emmener au coup de cœur. Les coups de cœur de nos chroniqueurs, de Tarek Mami, de Sabrina. Et on va changer un peu la règle. Tout à l'heure on commençait par Sabrina, on va commencer par Tarek. France Maghreb 2, le coup de cœur. Le coup de cœur de Tarek Mami. Alors on écoute. C'est un coup de cœur culturel. Et comme par hasard nous allons recevoir une femme. Donc la règle est toujours de parité toujours présente. Bonjour Dorothée. Est-ce qu'on a Dorothée en ligne ? Oui, elle est avec nous normalement. Dorothée, bonjour. J'ai pas de retour. Apparemment. Oui. Entendez. Bonjour. Voilà. Oui, bonjour. Bonjour Dorothée. Donc demain, c'est la Nuit Blanche 2016 à Paris. Et vous organisez en partenariat entre la mairie de Paris 15e et et des associations tunisiennes. Oui, donc une opération qui tourne autour des artistes street art.
Alors pour ceux qui ont eu la chance d'aller à Djerba depuis une dizaine d'années, il y a une belle, comment dirais, tout un quartier qui a eu l'honneur et le plaisir de connaître cet art. Pouvez-vous nous dire, donc présenter brièvement ce qui va se passer demain à Paris sur le pas, donc devant la mairie du 15e arrondissement? Oui, avec plaisir. Donc effectivement, on voulait célébrer la culture de façon urbaine, de façon festive. Et la mairie du 15e a eu un coup de cœur pour la ville de Tataouine, qui présente l'avantage d'avoir d'associer le patrimoine à la modernité, d'avoir à la fois un site qui est exceptionnel en termes d'architecture, en termes de culture mélangée, mais qui aussi attire les jeunes par bien évidemment Star Wars. Je pense que vous savez que le film a été tourné en partie là-bas, et puis par cette musique électronique qui sert de base au hip-hop. Donc sur le parvis de la ville de Star Wars détourne le mot Tataouine, puisque c'est Tatooine dans le Star Wars, et Tatooine c'est Tataouine, et Tataouine c'est dans l'extrême sud de la Tunisie, encore plus loin que Djerba et Djerzis, pour ceux qui ne connaissent pas les géographies. Oui, et effectivement, il y a une jeunesse bouillante dans cette région, et cette jeunesse, elle est dans tous ces nouveaux arts urbains. Exactement. Donc on va réunir sur le parvis d'un côté des artistes de street art qui vont faire une toile qui fait 2 fois de 14 mètres de long, avec du graffiti qui va reprendre les lettres de Tataouine, et puis ensuite l'illustration de tout ce que l'on peut trouver là-bas, aux portes du désert. Et puis en face de cette fresque qui va être réalisée en live par les artistes, on aura des danseurs de hip-hop qui se sont retrouvés, qui s'entraînent depuis le début du mois de septembre, et qui vont faire une sorte de flash mob sur la musique hip-hop, et qui rappellera les dunes électroniques, parce que là encore, à Tataouine, on trouve ce festival de musique électronique assez exceptionnel dans ce décor complètement fou. Voilà, donc c'est un partenariat, avec JC Deco qui nous aide, qui est très orienté sur l'art urbain également, et puis l'Office national du tourisme tunisien, et bien évidemment la ville de Paris, puisque c'est dans le cadre de la Nuit Blanche. Alors juste une question de journaliste et pas de citoyen qui va aller demain faire un tour. Pourquoi la mairie du 15e et pas le parvis de l'hôtel de ville qui attire automatiquement plein de passagers, et c'est là où l'actualité culturelle en France et à Paris en tout cas se passe? Alors non, ce sera justement une chose qui est inversée cette année. Au lieu de créer un lieu comme ça, comme la Nuit Blanche, a de plus en plus de monde et de public, le parcours est un parcours qui est le long de la Seine. Et il n'y a plus en fait un espace qui est arrêté. Les personnes vont pouvoir déambuler le long de la Seine et arriver vont vraiment traverser Paris. Et à la manière d'une circulation, et pas faire ces espèces d'endroits justement où on s'agglutine quand il y a trop de monde. Nous, pourquoi on l'a fait dans la mairie du 15e? Parce que moi, je pense que la culture, c'est une chose de proximité. Et il faut que les gens partagent. Le hip-hop, c'est un travail de partage. Le street art, c'est un travail de partage. Et voilà, se concentrer tous à un endroit qui est loin de chez soi, c'est pas forcément la meilleure façon de partager la culture. Et voilà, donc on est peut-être plus à proximité des gens dans cet endroit-là. C'est une très très grande place, et puis c'est l'arrondissement qui est quand même le plus important de Paris, le 15e arrondissement. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut rappeler qu'on peut participer gratuitement, parce qu'on paye pas quand on va à la Nuit Blanche? Non, tout est ouvert, bien évidemment, c'est gratuit. Les danseurs vont même être à disposition des gens qui veulent apprendre un peu quelques rudiments de hip-hop. On aura quelques danseurs qui seront aussi présents pour enseigner, et si les gens veulent danser avec les danseurs, ils pourront participer. Et c'est bien évidemment pour tout âge, puisque vous pouvez faire du hip-hop pour garder les œuvres street art de 7 à, je ne dirais même pas l'âge de la fin, 77, mais il n'y a pas d'âge. D'accord. Ouais, après 77, on peut toujours danser. Hein. Bah oui, on a. Exactement, c'est pour ça que je me suis arrêtée. Je me suis dit maintenant, même après 77, on peut encore danser, écouter de la musique et regarder du street art. Dorothée, on peut préciser que ça se passe sur 2 jours. Demain soir à partir de 19h, et une belle journée le dimanche. Donc ceux qui ratent demain peuvent venir le dimanche pour voir la toile.
Voilà, alors c'est vrai que c'est mieux ce soir parce que toute l'animation, les danseurs et la musique, c'est effectivement dans le cadre de la nuit blanche, donc là c'est de 19h jusqu'à 1h du matin. Et demain par contre, la fresque restera en place, donc les gens pourront admirer, se balader sur la place qui est en plein soleil et venir admirer la fresque. C'est demain et après-demain, c'est samedi et dimanche. Exactement. Nous ne sommes encore que le vendredi. Voilà, c'est ça. On est tellement dans le montage que moi, on y est déjà, nous. Mais nous on est en direct, madame. Voilà, donc, direct live. Donc on rappelle pour toutes les auditrices et les auditeurs de France Maghreb 2 que demain soir, Nuit Blanche Paris 2016, et que devant la mairie du 15e, il y a un spectacle, et c'est vrai qu'il y a une grande place devant cette mairie, et que le 15e est un arrondissement un peu particulier dans la sociologie parisienne, parce qu'il y a à la fois des classes populaires et des classes qui ont plutôt leur place de l'autre côté dans le 16e arrondissement. Donc c'est un quartier très mixte et très très France d'aujourd'hui. Oui, il y a effectivement tous les niveaux sociaux, mais il y a aussi des entreprises, il y a aussi beaucoup de commerçants, de petits commerçants, de grandes entreprises. C'est vraiment un quartier qui non seulement est le plus grand, comme je disais, mais qui en plus a une vraie diversité, et qui arrive à respecter, je pense, une vie de quartier des Parisiens. C'est vraiment des lieux de vie. Et je sais que Christophe va aller au salon de l'auto le dimanche. Oui, pour acheter ma nouvelle voiture. Voilà, donc tu peux faire un tour, c'est la porte Versailles, c'est pas très loin. Ouais. Comme ça, tu fais l'utile et l'agréable. Ouais, exactement. Merci beaucoup en tout cas Dorothée pour ce bon plan. On vous accueillera avec plaisir comme tout le public. Voilà. Merci beaucoup et bonne chance, bon courage en tout cas pour cette belle initiative. Donc demain c'est la Nuit Blanche à Paris. Hein. Ouais. Voilà, on le rappelle. Merci beaucoup Dorothée. Merci beaucoup. À très vite. Voilà. Bon petit coup de cœur. Dites donc, je ne savais pas aussi jeune Tarek faire du hip-hop, tout ça, c'est bien. J'ai pour habitude pour dire pour les jeunes comme vous, cher Christophe, qu'on est jeune dans sa tête, pas dans son corps. C'est bien. Ah, Sabrina, ça te dit d'aller faire une petite danse de hip-hop? Alors, demain, il y a la Fashion Week et j'ai un ami à moi. Ah, pardon, on n'a pas les mêmes valeurs. I'm sorry. Non, sérieusement, j'ai un ami à moi qui sera du côté du Jardin des Tuileries, donc on peut aussi y aller. Juste à côté du défilé d'Elissab qui s'appelle donc Mehdi et la collection, donc c'est Madei. Et donc, je pourrais éventuellement peut-être faire un saut. C'est pas très long. Voilà, me balader et faire un peu d'une pierre deux coups. Voilà, tu pourras te balader. Alors toi, ton coup de cœur, Sabrina, qui n'a peut-être rien à voir. C'est un coup de cœur qui m'a brisé le cœur. Ah, voilà. Ça c'est ennuyant ça. Ouais, ennuyeux. C'est ennuyeux, mais c'est important d'en parler. Il s'agit, je ne sais pas si vous connaissez tous deux Ali Banat. Est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Ali Banat, moi je connais pas. Non. Tarek? Non, mais j'apprends. C'est un jeune Australien. C'est un jeune Australien qui vivait plus maintenant, en tout cas, dans un contexte de luxe apocalyptique, et qui s'est retrouvé maintenant ça fait presque un an à peu près. On lui a annoncé un cancer, en lui expliquant qu'il avait à peu près 8 mois à vivre. À partir de ce moment-là. À partir de ce moment-là, Ali Banat, en fait, il se retrouve et mon coup de cœur, donc je l'ai appelé en fait du cancer à la guérison, parce qu'il sait qu'il est condamné et il se retrouve en fait à se dire, ce cancer finalement c'est un cadeau pour moi. Donc j'ai envie de citer en fait quelque chose qu'il dit. Donc pourquoi est-ce que je parle de lui? Parce qu'entre les deux, il a fondé en fait une association qui s'appelle Muslim Around the World Project. Donc on appelle ça le MATW Project, qu'on peut retrouver la page Facebook, qui est une association qui aide les personnes en difficulté en Afrique, et là notamment au Togo depuis qu'il a fondé ça. Et il y a un élan énorme en fait, parce que de par les réseaux sociaux, il y a aussi, il partage un petit peu, non pas sa maladie, mais disons tout ce qu'il est en train de traverser et comment pour lui, donc je le cite, c'est une nyama. Et il y a quelques jours, Ali Banat a fait une vidéo de lui parce qu'il est en phase complètement terminale. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand tu le vois, tu ne vois aucun signe de sa maladie sur lui. Ça, c'est juste extraordinaire. Tu vois une lumière. Je vous invite vraiment à aller sur sa page Facebook pour comprendre en fait ce qui se passe quand on voit ce personnage qui est un jeune de notre génération,
et qui se retrouve en fait et qui est donc en phase complètement terminale et qui a fait une vidéo de lui parce que voilà, parmi les symptômes, il se mettait à cracher, vomir du sang, et il se filme en pensant que c'est un de ses derniers instants. Donc il est très 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 puissant. Donc on pourrait appeler ça du voyeurisme ou pas, c'est un autre sujet. Là n'est vraiment pas le sujet de ce coup de cœur. C'est juste d'expliquer qu'à ce moment-là, il se filme, on entend sa mère derrière qui appelle les secours et tout. Lui, il est en train de demander pardon à tout le monde. Il essaie de se dire voilà, avant de partir, je veux faire le plus de bien et je veux propager le maximum un message de paix et qu'on essaie d'arrêter certaines futilités. Et alhamdoulilah, donc il a disons qu'il s'est remis disons que c'est un peu la phase 1 de sa phase terminale, et donc forcément il est très suivi là-bas en Australie, il voyage beaucoup, même si les médecins sont contre cet avis, et donc récemment on lui explique en fait voilà, on est inquiet pour toi voilà, par rapport à ce qui t'arrive, et donc je vais citer ce qu'il dit. Il dit: ne sois pas désolé pour moi, je suis heureux avec ce que Dieu m'a offert. Nous devons vivre chaque jour comme si c'était le dernier, chaque seconde. Les gens qui sont en train de regarder la vidéo auraient pu mourir avant moi. N'importe qui peut mourir à tout moment. J'ai un projet de construction de ma akhira. Les gens de la négligence, ils construisent des maisons avant al-akhira. Assieds-toi à l'aube de réfléchir et de penser. Donc ce paradoxe est intéressant parce que quand je vous parle d'une personne qui vit dans la luxure, c'est quelqu'un qui avait des Ferrari, qui collectionnait les montres, les voitures, toutes ces chaussures n'étaient que des Louis Vuitton. Il y a une vidéo qui tourne sur Facebook depuis 8 mois où justement on le voit avec cette aisance dans la vie, et on le voit dire à la jeunesse d'aujourd'hui qu'on connaît tous, qui est complètement happée par le monde du luxe et kardashianesque, on se comprend. Et bien lui, il arrive et il dit: il y a ça, mais croyez-moi, en vérité, on part beaucoup plus tôt en fait. Et moi, j'ai la chance de savoir que je suis malade et d'avoir un délai pour pouvoir faire quelque chose. Mais en fait, il y a des gens entre maintenant et le jour où moi je vais mourir, mais ils vont aussi partir tout aussi jeunes, si ce n'est pas plus jeunes que moi. Alors, mon coup de cœur, c'est pour ça que je dis ça me fait mal au cœur, mais en même temps, c'est ce rappel à la jeunesse et à tout âge, bien évidemment, de se souvenir en fait que à travers la maladie, il y a cette forme d'altruisme que je voulais saluer d'Ali Banat, qui est devenu finalement, sans le vouloir, une forme de d'effigie en fait au sein de la communauté notamment australienne, qui se retrouve à représenter quelque chose à travers cette maladie, à savoir moi je suis malade, je vais mourir et j'avais tout pour être heureux, mais à côté de ça, en Afrique, on a voilà nos frères et sœurs qui sont en train de souffrir et de mourir, et participons à construire des orphelinats, construire notamment aussi des maisons pour les veuves. Enfin, je vous invite à aller voir. Donc, je répète le nom de la page. Donc, c'est MATW Project. Et sinon, il suffit de taper aussi Ali Banat sur Internet, et puis vous pouvez voir un petit peu son action. Allez-y ce soir même. Merci beaucoup Sabrina pour ce coup de cœur qui t'a fait mal au cœur. Donc, on va écouter juste un extrait d'une petite chanson que Tarek nous souhaite de nous faire partager. Et ensuite, on va parler de l'inégalité scolaire. Tarek, c'est important, vous avez souhaité qu'on en parle, et vous avez eu tout à fait raison, d'autant plus qu'il y a un rapport qui est sorti et qui classe la France d'ailleurs 35 sur 37. Voilà, c'est vraiment pas terrible du tout en l'occurrence. Et puis on va saluer aussi une nouvelle arrivée dans cette équipe, elle s'appelle Bouchra, on va la saluer dans un instant, mais d'abord Jean Gabin, je sais, c'est parti. Et c'est là la morale de l'histoire, en l'occurrence de la chanson de Jean Gabin, je ne sais que je ne sais jamais. Ça c'était aussi pour une réaction à Bellatar tout à l'heure, qui disait qu'à 34 ans, il a fait une carrière, que truc, la vie elle est longue, et en fait, il faut toujours se dire, il faut toujours être humble, il faut toujours se dire qu'on apprend, et faut pas avoir peur, faut pas avoir, j'allais dire, la grosse tête, et d'être surpris qu'un gamin de 18 ans vient vous montrer quelque chose, vient vous expliquer quelque chose, c'est que vous savez pas, parce que dans la logique humaine et dans les cultures, notamment bouddhistes et musulmanes, beaucoup plus que chrétiennes, d'ailleurs, on est sur Terre pour apprendre jusqu'au bout. Et c'est peut-être le jour du départ définitif qu'on se pose la question, qu'est-ce que j'ai appris dans la vie ? Et Jean Gabin, donc je sais que je sais pas, parce que je peux toujours apprendre ce que je savais pas.
Bon, parfait, nickel. Alors, on va parler de cette de ce que je sais inégalité. Ouais, voilà. Absolument, de ce qu'on a appris. Mais je vais dire bonjour. On va dire bonjour à Bouchra aussi. Bonjour Bouchra. Bonjour Bouchra. Bonjour Bouchra, ça va? Oui. Ça va très bien. Approche-toi, ça se passe devant un micro, c'est de la radio, hein, tranquille. Voilà. Le micro ne mord pas. Voilà. Bonjour Bouchra, comment ça va? Ça va, et vous, merci. Écoute, heureux de t'accueillir. Alors, juste, tu te présentes un petit peu auprès des auditeurs, qui tu es, tu fais quoi, je veux tout savoir, ou presque. Ça va être long. Ah, non, faut que ça soit court par contre. C'est le truc. Quoi. Alors, dans un premier temps, ce que je peux vous expliquer, c'est que je suis une militante et une féministe. Et donc, je travaille dans le social, donc dans une grosse structure qui fait partie de la Fédération nationale Solidarité Femmes. Donc, on aide en partie énormément de femmes et qui subissent des violences. Donc, quand je dis violence, c'est violence en tout genre, c'est-à-dire violence conjugale, violence de rue, violence psychologique, financière, familiale. Et vous pouvez nous rappeler, comment dire, le décès des femmes par la violence, c'est toutes les combien en France en nombre d'heures? C'est une femme tous les 2 jours. Donc c'est. Et c'est tous bien sûr des musulmans qui meurent sur les coups. Pas du tout. Non, mais c'était juste pour poser la question. Ah non, pas du tout. C'est des musulmans qui étaient les musulmanes. Non. Non. Bon, d'accord. Pour une fois qu'on c'est échappe. vrai que voilà, oui. C'est vrai qu'on a tout de suite, on pose beaucoup la question, à savoir que les femmes qu'on reçoit dans notre structure, si ce sont essentiellement des femmes de communautés maghrébines. Enfin, on parle pas de religion, mais de communautés maghrébines, africaines ou voilà, européennes. Et c'est vrai que à notre grande surprise, voilà, et de tous milieux sociaux. On peut être vraiment agréable, enfin malheureusement très surpris de certains milieux où on croirait pas du tout des milieux les aussi, médecins, voilà. les avocats, les hommes politiques. Oui, tout à fait. Tous les milieux. On en a eu Ça un touche, ou deux il y a quelques années. Christophe suivait mon regard pour l'ancien député qui frappait sa femme et qui reconnaissait pas qu'il la frappait. Tout à fait. Donc ça vraiment ça touche tous milieux sociaux. Mais après c'est tout type de violence parce Ah oui, qu'il y a tout type certaines de violence. violences tacites aussi qui sont lourdes de conséquences également. Dont ça fait quelques années maintenant qu'on en parle beaucoup, l'harcèlement moral notamment, même au sein même d'un couple où je pense qu'il y a certaines femmes aussi qui peuvent subir certaines violences aussi dans leur profession. Donc merci de bien nous traiter ici dans l'équipe. Non, mais c'est pas entre femmes en général ou entre hommes, c'est toujours. Par contre, est-ce qu'il y a beaucoup de violence des femmes sur les hommes dans ce tableau que vous avez? J'ai pas de chiffres, mais bien sûr qu'il en existe. Ça, on fera en sorte de monter les chiffres ici, il n'y a pas de souci. Je peux vous trouver ça, mais c'est vrai que quand on parle de... Les hommes battus, ça existe, hein? Bien sûr, vous savez ça. Associations qui existent. Moi, j'ai déjà reçu en consultation un homme qui... c'était un couple à la base, et puis après, je les reçois tous les deux à part, et qui subissait des violences. Donc oui, franchement, ça existe. On a déjà eu des cas où des femmes venaient nous voir justement suite à des violences conjugales, mais finalement, suite à énormément de procédures et toute la partie judiciaire, il s'avérait que ces femmes-là, en fait, c'était du mensonge, que tout a été, voilà. Donc c'est très très difficile aussi de déceler, de ce qui est vrai et ce qui peut être faux, parce que c'est vrai que il y a beaucoup de femmes qui en rajoutent, notamment aussi pour pouvoir avoir des aides sociales. Ah oui, d'accord, forcément. C'est quand même vraiment un vrai souci par rapport aux personnes qui subissent réellement des violences. Ça, c'est dramatique de faire ça parce que... mais franchement, je suis obligée de prendre ce parallèle, mais c'est le coup des terroristes et des musulmans, en fait. C'est une poignée de personnes qui fait quelque chose d'horrible, et puis c'est toute une communauté des pervers narcissiques et qui paye. Voilà, qui paye, et non seulement, enfin, c'est donc pour une femme quand elle subit, faut pas oublier que quand elle a des enfants, que les enfants aussi subissent. Oui. Donc elle n'est pas la seule à subir, et il y a aussi tout l'environnement familial, c'est-à-dire que la famille aussi est dans une mauvaise posture, et c'est assez délicat. Et nous, on s'occupe aussi, on a des femmes qui sont en très grand danger. On travaille avec des tribunaux, on fait de la mise en sécurité de femmes. On aura l'occasion en tout cas d'en reparler, Bouchra. Juste peut-être une question. Est-ce que vous en parlerez les prochaines fois? Est-ce qu'il y a des statistiques sur la reproduction sociale de la violence? C'est-à-dire, est-ce que vous constatez que
des hommes ou des femmes qui ont des scènes de violence quand ils étaient petits? Oui, il y a des statistiques. J'avais vu une étude avec la FNARS. Il faudrait retrouver des chiffres, mais bien sûr qu'il y a des chiffres. Il y a de la reproduction sociale en tout, quoi. Oui. Tarek, dans un instant, vous allez nous parler de rapport à la reproduction sociale. Non, mais c'est important qu'il n'y ait pas d'amalgame. Il y a la reproduction et la résilience. C'est hyper important de le dire. C'est pas personne qui a été battue qui va battre forcément. Il y a aussi, à contrario, de la vraie résilience aussi. Donc c'est pas que battu. Alors moi je bannis ce terme. Ou qui a assisté. Violenté. Non, voilà. Violenté parce que ça englobe. C'est plutôt violence parce que battu, ça reste vraiment. Voilà, c'est que physique. Parce que ça peut être les paroles, psychologiques, financières, familiales. Voilà, c'est très vaste. Donc nous on bannit ce terme-là quand on parle d'une femme qui est victime de violence. C'est bien dans l'équipe, elle va pouvoir nous apprendre à codifier notre vocabulaire. Et à tous les auditeurs aussi, parce que c'est vrai qu'à force, on en entend tellement. Enfin voilà. Alors le sujet est très intéressant, mesdames, mais on va devoir avancer là. On a de la pub. Tarek, est-ce que vous avez 2 petites minutes juste après pour nous parler de cette inégalité scolaire? Ça va aller vite en fait. Et puis après il y a le j'aime ou j'aime pas. Donc c'est pour ça que le temps passe très vite. C'est de la reproduction sociale à l'école comme dans la société. On en reparle dans un instant. Sabrina, Tarek et donc Bouchra qui nous rejoint. Je te souhaite la bienvenue, Bouchra. Merci. À tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Sabrina Artiste et Tarek Mami, mais aussi Bouchra qui est avec nous, avec qui la discussion s'est engagée un petit peu en antenne, et c'est bien, ça fait connaissance, ça échange, et c'est un petit peu ça le principe, bien sûr. Alors Tarek, sur l'inégalité dans le milieu scolaire, vous souhaitez nous en parler parce qu'il y a une étude qui a un rapport qui est paru et qui est absolument dramatique. Est-ce qu'on peut écouter le son, cher Christophe? Ah oui, c'est vrai. Qui va résumer, et après on enclenche derrière. Parce que attendez, je vais le chercher. Et c'est encore une dame que je choisis pour le son. Ah bah ouais, mais elle prend trop le pouvoir là, je trouve. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas grave. Il y a des millénaires à rattraper, t'inquiète. Ah mais ça doit être ça. Bien dit. Alors on écoute, c'est parti. Effectivement, le son qui va tout résumer. Dans les années 80, on a lancé l'éducation prioritaire pour créer une discrimination positive. Donc il s'agissait à l'époque finalement de donner plus aux élèves qui avaient moins dans leur famille. Et la France est devenue aujourd'hui le pays qui connaît les inégalités sociales les plus élevées de l'ensemble des pays de l'OCDE. La situation s'est dégradée progressivement. Au début des années 2000, nous étions, je dirais, dans la moyenne des pays de l'OCDE. Et aujourd'hui, clairement, avec la dernière enquête de PISA 2012 qui est confirmée par des enquêtes nationales, c'est le pays qui tient le record des inégalités sociales à l'école. Voilà, ça résume effectivement tout, sur ce qui apparaît dans ce rapport et qui est donc dramatique. Alors, donc c'est un rapport, ce rapport est un rapport de l'UNICEF qui parle sur les inégalités scolaires dans les pays de l'OCDE, et c'est là où c'est important, j'allais dire. C'est quoi l'OCDE? Ce sont en gros 37 pays qui se retrouvent, et c'est vraiment une leçon de démocratie mondiale qu'il faut retenir. Cette organisation OCDE, c'est l'Organisation de coopération et de développement économique. Elle a été créée après la Deuxième Guerre mondiale par les vainqueurs européens de la guerre mondiale pour mettre en place donc soi-disant une coopération internationale et pour ne pas punir les vaincus. Et aujourd'hui, on se retrouve ces 37 pays. En réalité, c'est l'Europe de l'Ouest, c'est l'Amérique du Nord et du Sud, et c'est l'Australie, c'est-à-dire 3 continents sur 5. Il n'y a pas l'Asie, il n'y a pas l'Europe donc russe, il n'y a pas l'Asie, il n'y a pas la Chine, il n'y a pas l'Inde, il n'y a pas l'Afrique, il n'y a pas le Moyen-Orient, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la majorité de la population mondiale. Donc il n'y a que la crème. Épistémicide. Oui, et il n'y a que la crème de ce que l'Occident considère être le monde. Ouais. Et dans cette crème, il y a la France. Sauf que la France, aujourd'hui, c'est 35e pays sur 37. Donc, on peut toujours faire son cinéma avec Zemmour et les autres, et De Gaulle, pas De Gaulle, mais les Gaulois, et dire nous sommes la France, comme disent beaucoup, mais nous sommes la France dernière. En fait, ce que cette étude dit, c'est que la France, dans les années, écoutez bien, 70, 75, c'est-à-dire du temps de Valéry Giscard d'Estaing, a lancé un programme pour faire de l'éducation prioritaire pour les zones donc défavorisées sociales, avec l'esprit de dire que nous sommes en train de sortir de ce qu'on appelait avant la classe ouvrière. Oui. Et donc là, il falloir donner plus d'éducation à tous pour qu'on puisse continuer à avancer, parce que la classe ouvrière, bon, elle est morte avec la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et
dans ces milieux défavorisés, ils subissent donc l'inégalité sociale, et je vais vraiment sauter des coq à l'âne, cher Christophe, chers toutes, chers tous. J'ai été par le hasard de rendez-vous à Saint-Denis, 93, en face du métro, il y a 3 jours. Et donc, j'attendais mon rendez-vous. Vous en êtes sorti vivant, c'est bien. Non, mais je me suis rendu vivant, mais j'avais du courrier dans mon sac, et donc je me suis dit, j'ai 1 heure, je vais aller à la poste, je vais pas traîner. Je poste mon courrier, je reviens au rendez-vous. Et je vais à la poste. D'abord, la poste, il n'est pas indiqué la poste dessus. C'est une espèce de garage, c'est une boutique. Il fallait se rendre compte et poser la question pour qu'on dise c'est la poste. J'attends 20 minutes. Et je dis, comment la poste est fermée? Je m'avance. La poste ouvre dans cette ville de 9h du matin à midi, de 14h30 à 17h, fermée le mercredi après-midi. Pour mon bonheur, j'étais donc le mercredi après-midi. J'habite à Paris, en plein Paris. Ma poste à moi, d'une manière égoïste, ouvre à 7h du matin, ferme à 21h. Donc voilà ce que ça veut dire l'inégalité sociale. Et donc vous avez les enfants qui vont naître et vivre dans ces zones défavorisées. Ils vivent avec l'inégalité sociale de par les bas revenus de leurs parents. On les amène à l'école, et donc on dit, l'école de la République, la fameuse, elle va leur faire la promotion, elle va en faire des vrais citoyens, elle va les éloigner des fanatismes, elle va les éloigner de tout ce qu'on n'aime pas, et on se retrouve dans cette école avec moins d'heures de cours dans ces villes, malgré les fameuses ZEP et malgré donc ces heures supplémentaires, que quand on est dans le 16e arrondissement, on est dans le beau quartier. Et cette inégalité donc de la reproduction sociale, elle est sociale. Et en France, elle est dans l'école, et donc elle est forcément dans le nombre de chômeurs, et donc elle est forcément dans le terrorisme aujourd'hui, puisque tout se rejoint, comme dit l'autre, 1 + 1 font toujours 2 et jamais 3. Dernière chose, quand on veut parler reproduction sociale en France, il y a un super livre d'un sociologue le plus grand peut-être de France, Pierre Bourdieu, publié dans les années 1965, qui s'appelle La reproduction sociale, et il vous fait à la fin du livre un tableau, comment ceux qui étaient ministres et députés, en gros, dans les années 50, 1950, leurs grands-parents l'étaient déjà comme ministre, comme député dans la Troisième République. Voilà la reproduction sociale en France. Et voilà donc s'il y a un avis tranché par contre ce soir, c'est celui-là, c'est que non, c'est déjà fait pour vous. Voilà, donc c'est que l'école n'accomplit pas la mission pour laquelle elle est créée, et ceux qui viennent nous donner des leçons pour les élections présidentielles prochaines, il ferait mieux de parler de leur école, de notre école, de l'école de tous, que de nous parler de hijab, de burkini, de je sais pas quoi, et de toutes les choses qui ne règlent aucun problème social. Le j'aime ou j'aime pas, pour terminer, un peu comme le principe des réseaux sociaux, les informations que je vous donne sur votre fil d'actualité, vous dites si vous aimez, vous n'aimez pas, ou vous en foutez évidemment. Commencez par cette information, tiens, je sais que celle-là, je pense qu'elle va directement aller à la poubelle, mais bon. TF1 qui prépare une émission et qui va se lancer à la recherche d'une personne, la personne la plus intelligente de France. C'est un concept qui s'inspire d'un concept allemand. Oui, le but ne sera pas, écoutez bien, de démontrer ses capacités intellectuelles. Non, c'est pas bon ça pour TF1, mais de mettre en avant son intelligence visuelle, spatiale ou encore corporelle. Et il sera donc soumis à différentes épreuves lors d'activités particulières dans cette émission. J'aime pas, ou alors je m'en tape, je m'en fous. Alors j'y ai cru au début, je me suis dit enfant déjà aussi vite, ce sont les Améorésiens, ça va vite là. Et... non, j'aime pas du tout, parce que c'est encore une autre manière de présenter et de mettre en avant autre chose que l'intellect, et ça me dérange. Oui, mais ça va pas très bien, enfin avec TF1, l'intellect, Secret Story, tout ça, c'est pas, voilà. Direct, je pense que on s'en fout, non? C'est pas que je m'en fous, c'est que on va faire une étude sur la personne, et si la personne a peur des mouches, on va lui mettre des mouches dans une chambre pour voir comment ça réagit. Bouchra, t'aimes ou t'aimes pas? J'aime pas du tout le... Très bien. Alors on va passer directement à la suivante. La Tunisie est en état d'urgence économique, selon le ministre de l'investissement tunisien, Tarek. J'aime pas? J'aime. Ouais. Parce qu'à certains moments, il faut dire aux gens leur vérité et en tirer les conséquences. Parce qu'en Tunisie, aujourd'hui, il y a des grèves légitimes, et je dis légitimes, mais quand on fait des grèves, par exemple au Japon, vous faites grève, vous mettez un brassard noir, vous continuez à produire, et tout le monde sait que vous êtes en grève. Mais si vous êtes en grève, que vous fermez l'usine, que vous cassez la voiture de l'entreprise, eh ben, il faut savoir combien ça coûte. Il y a une belle expression en Tunisie qui est rejetée, c'est le bien commun, on l'appelle milk il bilik. Bilik, c'était le bey. Donc c'est pas notre bien.
on se sent pas propriétaire de ce qui se passe, donc on s'en fout, on casse, c'est pas à nous, c'est à l'État. L'État, c'est pas nous. Et quand il y a une identification entre les citoyens et l'État, c'est les citoyens qui préservent le bien. Et j'aime, parce qu'il faut dire aux gens, voilà la situation économique telle qu'elle est aujourd'hui. Sabrina? J'attends de voir, pour aimer ou pas. Très bien. Bouchra? Pareil, mais c'est vrai que faut que les gens prennent conscience, je pense, suite à ce genre de situation, parce que c'est très important, je pense, pour les citoyens de ce pays. Angela Merkel en visite officielle au Maroc début 2017 à l'invitation du roi Mohamed VI. J'aime pas, ou je m'en fous? Non, j'ai pas d'avis là-dessus en fait. Bon, très bien. Tarek? Un conseil? Merkel? Un conseil? Peut-être, je sais pas, oui. Elle reste au Maroc. Ah oui, si on peut donner des conseils par contre. Ouais, mais ça c'est pas prévu, c'est Tarek qui nous fait des mix comme ça de chroniques. Spécial Tarek. Voilà, c'est ça. Bouchra? Moi je suis pas trop d'accord pour qu'elle reste au Maroc. Ah d'accord, c'est une Marocaine qui parle probablement. Voilà. Une information un peu plus légère, quoique, une prise casque cachée sur le nouveau iPhone 7 et des centaines d'internautes se sont fait piéger. J'aime pas ou je m'en fous? Vous savez qu'on avait parlé de cet iPhone 7 qui ne disposait pas d'une prise casque. Oui. Et il fallait acheter des écouteurs sans fil et qui coûtaient une fortune. Ouais. Et ben il se trouve que la prise casque, elle existe bel et bien. Oui. Elle était cachée, il fallait la percer soi-même. Faut la percer soi-même. Ouais, faut la percer. Ah ouais. Alors j'ai vu un truc qui tournait, donc du coup je vais rebondir là-dessus. Au lieu, en fait, il montrait des écouteurs avec des fils et puis les écouteurs sans fil qui sont à un prix extraordinairement 1200 € déjà l'iPhone 7. Mais même les écouteurs sont très très chers, les écouteurs sans fil. Et il disait, en fait, ils nous font des écouteurs sans fil qu'on va avoir encore plus de facilité à perdre. Voilà. C'est déjà le cas avec nos écouteurs déjà. Donc j'aime pas. On n'aime pas du tout ce principe. C'est pernicieux quand même. Allez, je suis pas geek donc je sais pas. Une dernière petite info, dossier tabou, ça vous dit quelque chose? C'était mercredi sur M6 sur l'islam. Et bien pour le maire de Sevran, Bernard Delavillardière a manipulé tout le monde. Concernant d'ailleurs une altercation qu'il aurait eue avec des jeunes, il parle de manipulation concernant cette scène. Avec une vidéo qui devrait voir le jour pour rectifier un peu ce qui s'est passé. Une autre vidéo aussi, alors d'une personne, bon je la citerai pas parce que j'attends de voir si elle accepte d'être interviewée ici à l'antenne, mais en tout cas d'une autre personne aussi au parc des expositions au Bourget, qui a une autre version avec une autre vidéo. Donc alors j'aime parce que on voit clairement dans ce reportage, parce que lui il appelle ça un film carrément. On voit clairement, notamment avec le maire de Sevran, la manipulation dont il fait preuve, ne serait-ce que dans l'orientation de ses questions. Et je finis juste avec ça. Et je suis obligée de condamner cette phrase. Sevran, la fabrique à djihadistes. Oui. Mais ça, c'est vraiment, mais c'est très 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 grave pour un soi-disant, et on me voit pas mais je mets des guillemets, journaliste, de se permettre de parler d'une ville avec 70 nationalités et origines différentes et de dire que c'est une fabrique à djihadistes. Non, franchement ça j'aime pas et je condamne gravement. Donc Joker 15 secondes. Ouais. Ce type rêve que sa fille obtienne la nationalité marocaine parce qu'elle est née au Maroc. Qui? Monsieur Bernard. Ah bon? Ah bah oui. Je vous fais la confidence, donc je vous donne. Ah très bien. Bouchra, du coup tu aimes alors ou pas? Alors moi j'ai pas du tout aimé et je voudrais parler. Là on parle bien de la déclaration du maire de Sevran. Non, mais on aime tous ça. Voilà, d'accord. Oui, d'accord. Oui. Non. Il a été que c'est de la manipulation. Voilà, c'est par rapport à la manipulation. Je voudrais rebondir aussi sur une amie et l'artiste Samia Oresman qui a justement qui est passée à l'antenne. Ah bon, d'accord. Et qui est passée à l'antenne hier et puis en plus qui est tous les mercredis sur France Maghreb 2 pour une émission à elle. Avec Medjahed qui vient d'arriver. Donc bonjour. Voilà. Vous êtes assis peut-être sur la place de Samia. Voilà, c'est ça. Entre amis. Elle s'est sentie, bien sûr, elle ne pensait pas du tout que. Voilà, ce que nous a expliqué hier. Mais malheureusement. Espérons que ça aille au-delat en fait. Espérons qu'il y ait une autre émission, un autre reportage avec les coulisses, un peu comme l'affaire Big Malion en fait, un peu comme l'affaire Big Malion. Une émission Élise avec Busset, venez, on vous attend. C'est sympa ça. Bon, Jésus revient. Ah, excuse. Ça va pas bien. Faut attendre dimanche, Tarek. Merci beaucoup Tarek Mami. À vendredi prochain, vous serez avec Aklim Elouli. Sabrina, vous revenez. On va pas se manquer longtemps puisque lundi vous serez avec Badr. Bouchra, à très vite.
Oui, Hein très vite. Vous passerez on va voir ça. Vendredi prochain. Ah bah là, vous serez entre deux grands garçons qui vont vous faire une petite plage. Je connais leur galanterie légendaire. Merci beaucoup Bouchra, à vendredi et à tous et toutes un bon week-end. Dans un instant, on va cuisiner un peu avec la Myanmar pour un poulet aux oranges. Oui, je vous dis que ça. On va parler de sport et de télé. Juste après les infos, on est super en retard, mais c'est pas de ma faute. Il est 18h et 9 minutes d'actualité. Tout de suite, bonsoir.